Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, avec une équipe enfin réunie cette fois-ci. Ils m'ont pas laissé bosser tout seul comme les semaines précédentes. Donc, et d'abord, de toute façon, ceux qui étaient fidèles durant ces dernières semaines, c'était à la technique. Et je la salue bien évidemment, Virginie. Nini Vlam, N2E.Vlam, si vous voulez entendre un peu, elle est championne d'arrangements musicaux et puis de musique tout court. Et donc, si vous voulez l'entendre sur YouTube, vous tapez ce que je viens de vous dire, ce précieux sésame, N2E, c'est ça, .Vlam. Hein, comme ce que vous prenez parfois, où des enfants particulièrement mal élevés, on se dit, mais on n'a pas le droit, c'est interdit par la loi maintenant, un petit Vlam, au moins sur les fesses. Nous aurons Sylvie au standard. Ah non, c'est Patrice, il est arrivé. Alors, on m'annonce Sylvie, et qui voit arriver... Sylvie il y en aura deux. Patrice. Voilà, Sylvie et Patrice, voilà. Et qu'on ne me dise pas que le mieux est l'ennemi du bien. On est heureux, bien au contraire, d'avoir deux bénévoles, en plus des autres bénévoles qui sont les patrons d'émission, les assistants sur Radio Courtoisie. Raphaël Beslu, qui est le directeur de la publication, je prononce bien ? Oui, c'est bien. Directeur de la publication du magazine Géopolitique Profonde et qui est parmi nous, à distance évidemment, quoique je pense qu'il viendra sous nos contrées d'ici peu. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Évidemment, merci. J'ai manqué à tous mes devoirs, mais non, c'est toujours le dernier qu'on va présenter puisque c'est le seigneur de la fête. C'est celui. Mais évidemment... merci de quand même dire que je suis là, cher Nicolas. Je vous ai oublié. Bah oui, complètement. Bonjour, chers auditeurs. Je suis Lara, je suis là. Oh, quel impair. Alors là, j'ai pas gagné des points aujourd'hui. Voilà. Mais oui, évidemment. Là... Ravi de retrouver cette antenne, ravi de retrouver nos auditeurs. Donc, je suis là. On vous a entendu dernièrement, je crois, chez Jean-Édouard, non ? Oui. Parler de la Russie. Oui. Je parle actuellement de la Russie, y compris sur RT, voyez-vous. Et même sur RT, c'est vrai, on vous a vu dernièrement. Est-ce qu'on a le droit de seulement dire RT encore actuellement? Elle est interdite en Europe, cette chaîne. Oui, mais elle est très, très, très regardée en Afrique francophone. Donc j'étais ravie de participer, grâce à Raphaël Beslu d'ailleurs. C'est la liberté d'expression occidentale, vous voyez. Oui, c'est la glasnost à la sauce... Inversée, c'est la glasnost inversée. Il en parle justement de la perestroïka, de la glasnost. Ça a peut-être marqué certaines de ses plus jeunes années à notre invité, Alain Le Bihan. Bonjour Alain et bienvenue dans cette... Bonjour chers amis. Dans cette émission de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. On rappelle, alors votre dernier livre, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Trump et la fin de l'Empire américain, les États-Unis de Nixon à nos jours, aux éditions des CIM, collection Politica, avec un C, Alain Le Bihan, et avec une préface, on en parlera d'ailleurs, de notre ami que nous avions pas plus tard que la semaine dernière, Oscar Freisinger. Absolument. Eh bien, je rappelle, Énergie, un crime d'État. C'était les mêmes éditions ? Les éditions CIM, toujours. Oui. C'était votre précédent livre, où en effet vous dénoncez ce que nous dénonçons nous-mêmes souvent, et vous le faites avec le talent qu'on vous connaît, Alain Le Bihan, toute cette escroquerie incroyable, dont on a vu le dernier épisode, pas plus tard que cette semaine. On fera une très courte revue de presse et vous aurez l'occasion de réagir, Alain Le Bihan, aujourd'hui, sur ces pluies torrentielles que l'on n'avait pas vues de mémoire d'homme. De mémoire d'homme. Madame Pannier-Runacher qui est revenue, et je fais attention à ce que ma langue ne fourche pas avec un nom pareil, à chaque fois. Pannier-Runacher, qui a d'ailleurs été, c'est la deuxième, après Migaud, elle nous a fait le coup du chantage. C'est vraiment c'est détestable ça. Déjà 2 ministres qui font le chantage à l'émission, à peine le gouvernement du commissaire Barnier ne créé. Elle a dit si le budget n'augmente pas, je me casse. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui n'a pas d'existence en réalité. Ouais. Le corps électoral, quand il a voté, il n'a pas voté pour un gouvernement, il a voté pour un non-gouvernement. Il a dit je ne veux pas de gouvernement parce que si on a un gouvernement, c'est pour nous augmenter les impôts.
C'est pour ça que le corps électoral a fonctionné de cette façon-là. D'autant plus qu'il avait fait des avertissements à l'élection législative précédente. Et puis vous êtes en train de devenir un libéral, presque un libertarien. C'est pourtant pas l'origine de votre orientation politique, Alain Le Bihan. Absolument. Vous êtes pour qu'il n'y ait plus de gouvernement du tout. Finalement, je pense ne pas avoir beaucoup changé. Entre le Parti communiste et... Oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai toujours eu une conception dans laquelle l'État a une place à avoir, mais il faut laisser la liberté à la société civile. Et à partir du moment où on empiète de façon démesurée sur celle-ci, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Quand vous pensez que vous avez 55% de la richesse produite par le pays qui passe dans les mains de l'État, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Finalement, vous êtes un enfant de mai 68 ? Société civile. Oui, j'avais 20 ans. Ouais. Non, mais on fait attention, évidemment, parce qu'on se fait taper sur les doigts par les auditeurs. Et ils ont raison quand on ose parler des boomers. Déjà, de toute façon, c'est un horrible terme anglais qui me vaudra 1 euro dans le cochonnet. Et en effet, c'est idiot, je m'en suis rendu compte au fil du temps, puisqu'en fait, ça tend à faire d'une génération en particulier le bouc émissaire de tous nos problèmes, ce qui est, à mon avis, un peu simpliste. Oui, c'est sûr que... la planche avait été largement préparée avant. On est produit de notre époque. Mais c'est vrai que le bouleversement de 68 a modifié le comportement de beaucoup de personnes. Mais les événements de mai 68 ne sont pas seulement, c'est pas seulement une histoire française ou une histoire de boomer. On se rappelle bien la pression qui a été effectuée par l'extérieur. Eh oui, bien sûr. On prend, entre autres les Américains, tiens, c'est marrant, c'est le titre de votre livre. Oui. Trump et la fin de l'Empire américain, les États-Unis, Nixon à nos jours, préface d'Oscar Freisinger aux éditions des Cimes. Et si on commençait, Lara, Raphaël, par ce qui est devenu notre spécialité du lundi au vendredi dans notre matinale à nous. Mais ça ne nous empêche pas d'écouter et d'apprécier évidemment la matinale ligne droite de Radio Courtoisie. Eh bien, nous avons ce trio que nous formons avant d'avoir un grand invité. Donc c'est un peu ce que nous reproduisons le samedi matin sur Radio Courtoisie. Ici, on lançait justement le générique de cette revue de presse. Ça rappelle des souvenirs, Lara. Eh oui. Spécialement pour vous. La revue de presse dont je rappelle qu'elle est celle de la fin des temps. Et j'avoue que lorsque j'avais vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, je pense que si c'est pas les temps de la fin, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et je m'apprête à la fin de la fin, puisque si nous avons débuté cette séquence apocalyptique digne du portail central de Notre-Dame de Paris, justement, ça se terminera. Je pense cette séquence d'abomination le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, lorsque l'on va réouvrir Notre-Dame de Paris, et où bien même l'archevêché de Paris a accédé, contrairement aux conservateurs, de changer un certain nombre de vitraux de l'allée de la Pentecôte. Alors on verra ce que c'est. En tout cas, ce que l'on sait déjà, c'est que l'ensemble des artistes chrétiens ont été systématiquement écartés de l'appel d'offres. Ça vous inspire quoi, ça, Lara ? Ce que ça m'inspire, c'est qu'ils se cachent même plus. Donc voilà, Notre-Dame est un symbole, une emblème. Quand on voit que Thomas Joly place son événement autour de Notre-Dame, pareil, c'est-à-dire il s'accapare de ce qui nous reste comme emblème de nos racines chrétiennes. Et il faut absolument les couper. Notre-Dame, c'est la Marie-Antoinette de la chrétienté, en fait, à leurs yeux. Donc, Donc on je m'attends à une abomination. Donc, je ne serais pas surprise, je pense. Certainement. On rappelle aussi que les causes
de l'incendie de Notre-Dame de Paris ne sont pas vraiment établis. Oui. Un mégot, semble-t-il. Un mégot, oui. Encore une fois, je disais qu'il faut continuer à poser des questions quand on n'a pas des réponses ou quand on a des réponses complètement insatisfaisantes. Donc voilà, cette question, elle doit être posée avant même l'inauguration de Notre-Dame. Faut-il qu'ils aient les réponses, hein? On rappelle quand même de cette malheureuse Thévenot qui ne connaissait même pas... Oui, non, mais faudrait-il qu'ils aient compris la question? Rappelez-vous, l'ancienne porte-parole de l'Élysée, enfin non, du gouvernement, pardon, Madame Prisca Thévenot, oui. J'espère que je prononce correctement. Oui. Mais elle a rappelé qu'elle avait un autre nom aussi. Hein, c'était son nom de jeune fille. Oui, son nom. C'est le moment du outing du nom actuellement. Moussa, vous savez, Gérald Darmanin qui s'est rappelé au moment de quitter. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir rappelé. Vous, Nicolas, son deuxième prénom. Oui, il en est très fier, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mais, mais bon, il est pas parti. Il est parti. Vous avez vu, il était parti en bras de chemise. Ça y est, maintenant je suis redevenu qu'un simple député. Ouais, avec 3 voitures de fonction et 10 fonctionnaires de police. 12, Moussa. 12 policiers. C'est bien. Hein, oui, c'est bien pour un simple député. C'est parfait. Raphaël, tu peux te joindre à nous. Ça fait pas très professionnel, tant pis, quand tu souhaites, concernant nos digressions. Oui, j'attends qu'une question soit posée. Je viendrai. En fait, tu lèves tu peux lever le doigt et puis à ton avis, dès que tu veux intervenir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mégot malheureux? Non, c'est impossible que ce soit un mégot, mais de toute manière, nous n'aurons jamais d'éléments de réponse. C'est comme de nombreuses catastrophes ou même attentats. Ce qui compte, c'est l'utilité du narratif qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas se permettre de faire une enquête, je pense qu'il ne serait pas satisfait de la réponse. On sait très bien qu'un mégot ne peut pas faire brûler du bois calcifié depuis des centaines d'années, mais de toute manière, ça mettrait trop d'huile sur le feu, sur le débat public. Ce qui compte maintenant, c'est surtout de surveiller les travaux qui comptent être faits sur Notre-Dame. Je vous rappelle les différents projets, les propositions de projets de reconstruction de Notre-Dame, qui étaient assez lunaires, dont Brigitte Macron, qui avait fait partie aussi sur certains projets de proposition, où il y avait une idée de rendre la zone plus touristique, voire même commerciale. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Et après, le fait de vouloir supprimer petit à petit tout ce qui peut représenter la chrétienté, ça fait partie du grand roman national républicain qui est de détruire notre identité jusqu'au bout. Eh oui. On est bien d'accord. Parmi le roman national, le nouveau roman national, celui qui a été révisé, on appelle Patrick Boucheron, révisionniste du Collège de France, révisionniste non pas au sens pénal du terme, qu'il se rassure, il n'y a aucune diffamation, mon cher monsieur Boucheron, mais c'est vous-même qui le dites en disant arrêtons de nous laisser intimider. Ça, c'est le renversement pervers des choses, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, ces wokistes, à intimider ceux qui oseraient rappeler la véritable histoire de France, mais non, c'est nous qui cherchons à les intimider, c'est évident. C'est nous les dangereux. C'est comme la réconciliation de tous ces artistes de la cérémonie d'ouverture. Ils étaient venus nous présenter une réconciliation. Ils ont tous porté plainte. Pour harcèlement, pour cyberharcèlement et je ne sais quoi encore. C'est marrant, hein. C'est vraiment marrant. Alors, le vivre ensemble à Paris, ça fait partie du roman républicain, hein, le vivre ensemble. On n'a jamais autant parlé de vivre ensemble que les gens se détestent, se haïssent. Il suffit de se croiser dans Paris, de voir certains regards. On rappelle qu'un regard peut tuer même aujourd'hui dans cette République finissante et qu'elle ne dise pas qu'elle n'a pas sa part de responsabilité dans cela. Alors, et que la mairie de Paris assume ses responsabilités d'avoir fait de Paris un enfer pour les automobilistes. Une Mercedes avec un père de famille, il avait sa fille à côté de lui, a roulé et tué un cycliste en lui écrasant jusqu'à la tête. Alors, l'ineffable Yann Brossat a tout de suite dit c'est la faute des SUV, il faut bannir les SUV de l'espace parisien, sachant qu'il n'avait pas eu un mot, Brossat,
sur la mort de Philippine, et il disait plutôt halte à la récupération. Par contre, la récupération sur accusé après le couteau fou, le SUV fou, là par contre, là on a le droit de récupérer. C'était une berline. J'ai vu les photos, c'est une berline Mercedes. Ça n'a rien à voir avec SUV. Vous savez pourquoi ils ont dit SUV? Mais oui, parce que faut mettre en cause toujours la grosse voiture à Paris. Donc une grosse voiture qui n'est même pas une SUV. Oui, il y a eu un référendum avec la participation, une votation avec 5,68% des Parisiens, donc 1,3 million de Parisiens, 78 000 décident du sort des voitures à Paris, dont 54% seulement sur les 5,68% se prononcent contre les SUV. Donc, avec 2% de voix, ça y est, Paris a fait sa votation et a décidé de ce qui advient de la voiture à Paris. Et aujourd'hui, gare à vous, c'est depuis le 1er octobre, si vous avez une voiture qui pèse donc justement un poids, et d'ailleurs c'est ça la détermination, c'est le poids de la voiture, c'est pas la forme, c'est pas la taille. C'est le poids de la voiture qui décide du montant de votre facturation au parc-mètre. C'est ça. Et vous avez intérêt à payer depuis le 1er octobre. Et vous avez plutôt intérêt à payer parce que l'amende, elle arrive vite et elle coûte bien cher. Par contre, si vous n'avez pas de véhicule, vous pouvez toujours prendre un VTC. Mais il vous arrive quand même de temps en temps, c'est encore arrivé cette semaine, de vous faire violer par le conducteur. Oui, bien sûr. Mais pas de récupération, pas d'amalgame. Pas d'amalgame, Madame Hidalgo. Voilà. C'est glaçant. C'est glaçant, cet amalgame d'extrême droite, Madame Hidalgo. Mais même sur ça, c'est-à-dire quand on est piéton, on se fait agresser par des vélos. Donc à un moment, entre Madame Pécresse et Madame Hidalgo, faut tomber d'accord. C'est quoi le mode de vie, le mode de déplacement à Paris qu'il faut pratiquer? Parce qu'aujourd'hui, en tant que piétonne, je me fais sans arrêt insulter par des vélos. En l'occurrence, là quand même, Pécresse est moins Khmer... autoroutière. Oui, donc elle promeut le déplacement à pied. Très bien. Non, oui, mais par contre, elle était contre le 50 km/h, dont je rappelle qu'il est devenu qu'il se généralise aujourd'hui sur le périphérique. Sur le périphérique. Merci Alain Lebihan. Frais de bouche, par contre, de Madame Hidalgo. Ah, mais moi, c'est extraordinaire. Les frais de bouche. Donc finalement, le tribunal, élection de tribunaux, actuellement, on se met les yeux ont du mal à se déciler, on n'y croit pas vraiment, et pourtant, frais de bouche d'Hidalgo, finalement, il n'y a pas besoin de... Bon, oui, il n'y a pas de justificatif. Ah, oui, on est allé manger pour 2000, 3000 balles au restaurant, mais on n'a pas demandé la facture. Tout est normal. C'est dommage que nous, les contribuables, c'est déclaratif, les impôts. Si je vous dis que j'ai pas touché d'argent, j'ai pas de justificatif. Vous avez raison, c'est déclaratif. Qu'est-ce que t'en penses de toutes ces petites nouvelles parisiennes, mon cher Raphaël? Je pense en tant que provincial que malheureusement c'est quelque chose qui ne touche pas uniquement Paris, mais toutes les villes de France. On est toujours dans cette guerre du tous contre tous, lorsqu'on parle des cyclistes, des conducteurs ou des piétons. Moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant à regarder pour notamment les véhicules, c'est surtout le symbole de la voiture. C'est-à-dire que la voiture a toujours été un symbole quand même de liberté, de déplacement et de mouvement. Et en fait, c'est ce symbole-là. Et pour la femme, d'émancipation. Exactement. La seconde voiture, oui. Mais de toute manière, en fait, c'est qu'on est attaqué sur tous les fronts. De toute manière, je pense que les Français n'ont même plus les moyens de se déplacer en voiture. Donc même si des législations arrivent pour essayer de limiter le déplacement, c'est de toute manière trop cher aujourd'hui. Si vous êtes une personne au SMIC ou légèrement au-dessus, quand vous prenez le prix de l'essence, du stationnement, de l'assurance pour la voiture, etc., ce n'est plus quelque chose de rentable du tout. Ce n'est pas possible de tenir tout ça. Et surtout, moi, je vous dis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on oublie certaines lois qui ont été mises en place. Souvenez-vous, est-ce que ça vous dit quelque chose, un panneau avec un losange maintenant, quand vous essayez de rouler vers différentes villes, quand vous voulez par exemple aller à Nantes ou autre, c'est que maintenant vous avez des voies réservées au convoiturage. Oui. Et vous avez même des radars. C'est-à-dire que même quand vous roulez dans votre voiture, vous avez des radars qui ne vont pas uniquement vérifier votre vitesse, mais voir si vous combien vous êtes. Combien vous êtes. Tout simplement rouler tout seul ou non, et vous pouvez vous prendre une amende parce que vous refusez de faire attention à la planète en roulant à plusieurs en convoiturage. Donc malheureusement, c'est cette dictature qui va encore et toujours continuer. L'objectif reste le même sous tous les angles, que ce soit la pression économique. Au nom du bien. C'est la restriction des libertés, tout simplement. Au nom du bien. Pour calmer la population. Voilà, pour calmer la population. Sauf qu'à Paris, je fais juste un commentaire. Paris, c'est la capitale de la France. Maintenant, elle appartient aux Parisiens et on voit toutes les dérives auxquelles on est confronté.
en réalité, pour ceux qui ont un peu d'âge, comme la ville de Paris était parfaitement gérée quand elle était gérée par l'administration, finalement. On n'avait pas ces excès, ces espèces de débordements permanents. C'était mieux lorsque c'était le préfet. Oui, c'était mieux quand c'était le préfet. Alors les préfets d'avant, parce que là, les préfets actuels, ils éborgnent un peu. Oui, c'était mieux quand c'était l'administration qui pilotait la ville de Paris. Je rappelle que c'est Chirac qui a souhaité cette concertation avec Giscard. Non, c'est Giscard d'Estaing qui a fait transformer qui a bénéficié tout de suite à Chirac. Paris en ville comme les autres. Et le premier président, c'était Jacques Chirac, qui a fait deux mandats. Au moins, deux ou trois, avec des grands chelems. Il gagnait tous les arrondissements. C'est pas le cas de Madame Hidalgo, qui gagne sans gagner. Pour ceux qui ont un peu suivi cette affaire, Jacques Chirac, il n'a rien transformé. Il a laissé l'administration continuer à piloter la ville. Celui qui a apporté un changement... C'est Delanoë. Non, c'est après Tibéri. Entre les deux, Tibéri qui... Et puis ensuite... Sur la propreté de la ville, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'était ça, le chemin, enfin, vraiment la bataille que menaient les Tibéri. Vous vous rappelez les voitures qui nettoyaient les Champs-Élysées Et puis, une certaine façon de voir l'arrondissement du 5e arrondissement, qui était bien géré. Mais et ensuite, donc, sont arrivées les débauches avec les bureaux de vote dans le 5e arrondissement de Paris étaient bien gérés aussi par Xavier. Oui, donc après, si vous voulez, après il y a eu tout ça. On a dit bon. Mais moi, je suis d'accord sur le fait qu'une capitale ne doit pas être gérée par un politique. Pour la simple raison, c'est qu'elle appartient à tous les Français. Voilà, c'est ça. Et qu'elle n'appartient même pas aux seuls Parisiens, c'est-à-dire aux administrés. D'ailleurs, les Parisiens qui vivent Paris et qui votent pour le maire, ce ne sont pas ceux qui travaillent en majorité. C'est toute l'Île-de-France qui contribue à ce que... donc, c'est pas normal que ce soit politisé. Mais de toute façon, qui a dit que Paris était pour les Parisiens, ou pour les non-Parisiens, ou pour ceux qui circulent? Paris, c'est Paris. Paris est pour Paris, comme la Tour Eiffel, c'est pour ma gloire. Les anneaux olympiques, c'est pour ma gloire, c'est pour mon succès, c'est pour mon village Potemkin. C'est plus pour nous. La preuve, tiens, vous me donnez la possibilité de passer au sujet suivant. On va éviter un panier runaché. Faites attention à ne pas inverser, je vous le redis. Oui, mais il faut rappeler ce qu'elle disait des généraux à la retraite. C'était toujours la même panier ? Ah oui, c'était la même panier qui parlait des... C'est elle qui parlait des Charentaises. Ah, des Charentaises. Les généraux en Charentaise. Ou des capitaines d'ailleurs de gendarmerie. C'était pareil, oui, tout à fait. Alors, de toute façon, aujourd'hui, tout leur appartient. Vous savez, c'est même lorsque vous êtes un pauvre professeur, vous vous faites trucider, vous vous faites décapiter, c'est pas vous que visez le terroriste. Non. C'est la République. C'est la République. Et qu'est-ce qu'il a dit, Bédier, monsieur qui a quand même, dont on disait dans le passé qu'il était un repris de justice, il a été condamné, il ne pourra pas me le reprocher, cela. Il avait, sur les adjudications des marchés de nettoyage dans les écoles, il avait, même que la personne avec qui il bossait beaucoup là-dessus, monsieur Baz-de-Harus, maire de Poissy, avait fini en prison. Et monsieur Bédier, pendant des années, il était inéligible. Mais monsieur Bédier, il s'est mis aussi à tenir ce genre de propos qu'on vient de voir, qui sont ceux d'Hidalgo, de tous ces gens-là. Ami personnel de Jacques Chirac, on le rappelle, président du conseil départemental des Yvelines, et qui, parlant du collège du Bois d'Aulne, a décrété, il a été voté à la quasi-unanimité ou à main levée, comme ça il n'y a plus besoin de voter, c'est encore mieux. Tiens, je te propose au commissaire Barnier, pour faire voter son budget, il devrait faire ça comme ça. Peut-être une chance que ça réussisse. Surtout qu'ils ne savent pas compter, on a pu le voir une fois. Il dit oui, adopter. Et puis il faut savoir que les députés ont deux mains, donc à un moment on peut se tromper. Là. Voilà, ils ont même un conseil départemental, voilà, comme ça, ils ont levé les deux mains pour que le collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, collège dont le Samuel Paty était professeur et qui a été assassiné en sortant de cours,
la veille des vacances de la Toussaint. Mais on n'a pas le droit. On fait attention quand même. Hein. C'est la République, on parle vacances d'octobre. On pourrait presque dire vacances d'Halloween, mais alors vacances de la Toussaint, ça la fout mal quand même. Hein. Collège Samuel Paty, c'est voté, c'est acquis. Hein, c'est pas Samuel Paty, collège du Bois de Dôle, non, c'est Samuel Paty. Et alors il a dit, parce qu'évidemment ce sont gendarmés, entre autres les parents d'élèves. Il a dit, mais le collège Samuel Paty n'appartient ni aux parents d'élèves, ni même aux élèves, il appartient à la République. Ah oui. Voilà, le collège Samuel Paty appartient à la République. Voilà ce qu'a dit M. Bédier, dans l'enthousiasme général. Raphaël, un commentaire. Malheureusement, je n'aurais pas de commentaire. Je pense que rappeler l'affaire suffit elle-même. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un professeur qui a été décapité. Je ne sais pas dans quel pays on vit. Quand on voit à la fois la réaction de la gauche qui veut continuer à nous livrer du pas d'amalgame, ou même la même politique qui continue en fait d'abandonner nos professeurs. C'est-à-dire que même si je suis contre la position idéologique de beaucoup de professeurs d'éducation nationale, je m'attriste quand même fortement en fait de ce chaos qui touche finalement tous les citoyens français. Et malheureusement, ça ne fera que continuer. On a une destruction intégrale de l'autorité. Nous parlions des boomers, même si c'est pas un terme qui peut être mal reçu. C'est quand même une catégorie générationnelle. Et il y a une idéologie précise. Quand on parle du boomer, on peut cibler une période particulière. Il y a une destruction totale de l'autorité qui ne permet plus aujourd'hui d'avoir un respect de l'adulte et nos élèves aussi, qui à la fois subissent l'idiocratie. Et bien malheureusement... soit sont influencés par d'autres cultures, ou alors tout simplement ne souhaitent plus du tout participer, on va dire, à la création de la nouvelle génération française. Et ça va être encore une fois la guerre du tous contre tous. Et je trouve ça très dommage. Une auditrice que nous apprécions particulièrement, on la salue d'ailleurs, qui nous reprend toujours sur les boomers. Elle a raison. Les boomers ont beaucoup travaillé, qui plus est dans l'inconfort total, logement et travail. De plus, nous n'avions pas d'aide. Alors elle nous félicite à 2 reprises. Elle dit, comment faites-vous, Lara et messieurs, pour avoir les yeux en face des trous le matin si tôt mais de quel boomer parlez-vous, monsieur? Bravo, Nicolas Raphaël, d'être sur tous les fronts quotidiennement. Admiration. Merci Françoise, dans tous les cas. 120 églises ont brûlé cette année. On remercie cet auditeur de nous le rappeler. Oh non, mais il n'y a que des actes antisémites qui sont dénoncés. Oui, ou anti-musulmans. 120, ça veut dire tous les 3 jours à ce rythme-là. Moi, je laisse une question mathématique. Quand les églises brûlent, la République n'est pas en danger. Non, et surtout, moi, je laisse une question mathématique. À ce rythme-là, donc une église tous les 3 jours qui est brûlée, dans combien de temps la France n'aura plus d'église? Vous avez 3 heures. Il y a à peu près autant d'églises qu'il y a même plus d'églises, parce qu'il y en a plusieurs dans certaines villes que de communes. 40 000, je crois. Ouais. Donc, allez, on a du stock, heureusement. Non, mais surtout, ce sont des cathédrales qui ont été touchées. Oui, aussi. Celle de Rouen, il y en a Nantes, 3 ou 4 qui ont été touchées. Nantes, oui. Ouais, et bon... Quels sont les résultats? Quelles sont les analyses? Quelles sont les enquêtes? On ne sait pas. On les entend pas trop, les évêques. Où en est la reconstruction? Parce que est-ce que l'église de la Trinité a été enfin rénovée? Alors, le haut. J'y suis allé dernièrement voir mon ami Bruno Queugnou, le caviste de Filovino. Elle est toujours bâchée, elle est toujours voilée. Hein. Alors non, le haut est enfin visible. D'accord. Bon. On a retiré le haut de la burqa. D'accord. Le reste bien voilé. Madame Hidalgo, soyez rassurée. Elle est masquée. Elle n'est pas voilée, elle est masquée. Oui, vous savez, le fameux masque. Sur le nez. C'est jamais un mauvais virus pour une église, c'est pas bon. Un auditeur, vous avez évoqué en tout début d'émission les pluies torrentielles dont j'ai subi les conséquences. Quelqu'un a-t-il évoqué la responsabilité dans ce cas des chemtrails? Si oui, qui? Comment ça, qui? Monsieur Denis, Qui donc on aurait parlé? Raphaël? J'ai pas bien entendu la responsabilité des... Chemtrails. C'est qui est derrière les chemtrails? En fait, je vais faire un rappel très simple. Je pense qu'il est important de faire attention lorsqu'on aborde ces sujets-là, de ne pas se perdre et de bien définir les choses. Il faut parler non pas de chemtrails, parce que chemtrails, c'est un terme générique. Avec l'accent, c'est mieux. Des traînées chimiques
il en sort de n'importe quel appareil, en fait, des traînées chimiques. Ce qui compte, c'est de parler de la géo-ingénierie. Déjà, on devient plus précis. Ensuite, il faut voir les brevets qui ont été développés en géo-ingénierie. Et il y en a énormément qui ont été donc tout simplement adoptés et qui ont été ensuite utilisés. On a eu la chance de pouvoir avoir Pierre-Antoine Plaquevent qui participe dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. On a aussi fait des entretiens qui nous rappellent l'utilisation justement de la géo-ingénierie dans un contexte militaire, au Vietnam par exemple, mais aussi dans des contextes plutôt d'événementiels comme la Chine lors des Jeux Olympiques. Donc le problème, après, c'est difficile lorsqu'on observe un événement météorologique de pouvoir directement le mettre sur le dos des chemtrails ou même de ce qu'on va appeler HARP, le projet HARP, qui est plutôt un observatoire de recherche et non pas forcément une arme qui est prête à être utilisée absolument partout en Occident et dans le monde. Mais la géo-ingénierie est un véritable sujet, et d'ailleurs ça représente même un enjeu pour la production agricole, pour éviter des catastrophes naturelles. En France, on a peut-être du mal à penser à cette problématique, mais quand vous vivez par exemple au Japon ou même aux États-Unis, eh bien dites-vous bien que vous êtes régulièrement sujet à des catastrophes naturelles qui sont terribles en termes de dégâts. Donc, c'est pas étonnant de voir que la géo-ingénierie soit développée et véritablement utilisée. Mais le sujet des chemtrails est un véritable piège quand il est utilisé de cette manière-là et surtout en France. Parce que ça n'aurait que très peu de sens sinon de se dire qu'une sorte d'élite voudrait faire de l'épandage qui soit toxique et empoisonnant directement dans le ciel intégral en France, étant donné que nos élites, même s'ils sont dans une tour d'ivoire, cette tour d'ivoire se trouve quand même sur le territoire français. Très intéressant, Raphaël. Ça, c'est bien pour être posé. Il y a un autre aspect qui n'est pas pris en compte sur les inondations. C'est l'abandon de l'équipement des fleuves et des rivières. Ah oui, et le nettoyage. Et l'abandon de l'entretien des fleuves et des rivières. Oui. On ne peut pas, d'après les spécialistes, on ne peut pas éviter une inondation, mais on peut réduire sa puissance. Oui. Et cette puissance, comme on la réduit, par l'entretien des... Regardez les rivières aujourd'hui. Vous avez des tas d'arbres qui sont tombés. Moi, j'habite au bord de la Marne. Je vois bien tous les arbres qui sont tombés. Quand le fleuve reçoit de l'eau et augmente et commence à accélérer, tous ces arbres-là sont entraînés vont vers les ponts. Et créent des barrages. Voilà, ça constitue des barrages et à partir de ce moment-là, on a des catastrophes. C'est l'histoire de la Saulde à Romorantin. Oui. Voilà, Romorantin-Lantenay. Et malgré la catastrophe qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a tout un quartier qui a été mort pendant un an, les commerces sont toujours à l'abandon et tout ça, donc les pauvres, ils ont subi ça, puis ensuite le Covid et tout ça, le quartier, c'est terminé. Hein, Et malgré cela, la rivière qui est là, elle n'est toujours pas entretenue. Vous vous déplacez aujourd'hui, vous avez plein de troncs d'arbres, etc. Non, et puis vous avez la justification écologiste, il ne faut pas toucher aux rivières parce que c'est des oui. Voilà, vous avez aussi tout l'accompagnement qui va à l'abandon. Et puis, comme par hasard, certains barrages, en fait, protègent certains territoires aux dépens d'autres territoires qui sont plus faciles à sacrifier. Ça, c'est clairement ce que m'ont dit les habitants de ce quartier. Et ils se sentent comme des sacrifiés dans l'histoire. Oui, absolument. Oui. Les barrages jouent un espèce ils permettent de ralentir le flot à un moment pour laisser passer celui d'autres affluents. En fait, c'est tout un équipement qui est à voir. Alors que, dans le même cas, on a un effet d'imperméabilisation des sols avec l'extension des zones urbaines. Qu'est-ce que je voulais dire on va finir cette revue de presse. L'international, on en parlera guère, parce qu'on va en parler dans le livre d'Alain Le Bihan, Trump et la fin de l'Empire américain, les États-Unis, Nixon à nos jours, préface d'Oscar Fasinger aux éditions des Cimes. Je vous conseille ce petit livre fort sympathique, bien écrit, concis, recommandé même aux élèves de Sciences Po. Ils auraient beaucoup de choses à apprendre, j'ai l'impression, ces élèves de Sciences Po. Selon Oscar Freisinger, c'est tout à fait bien. Les élèves de Sciences Po, il faudrait aller devant la rue Saint-Guillaume, leur proposer ce magnifique petit livre. Il sera là la semaine prochaine. Oscar Freisinger revient pour faire la promotion de ses derniers livres, dont Animalia, dont on a déjà parlé, dont on reparlera le week-end prochain sur Radio Courtoisie. On ne dit pas week-end, fin de semaine, évidemment.
On va finir sur des notes d'humour. Un auditeur à propos du covoiturage et des radars détectant le nombre de passagers, je conseille les poupées gonflables. À moins qu'ils n'installent des détecteurs thermiques. Bien courtoisement. Si je peux juste rebondir sur ça. Raphaël, ouais. Et c'est-à-dire que c'est à la fois une très bonne blague, mais ça permet quand même de se souvenir d'un sujet très important, c'est que la surveillance généralisée, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle, commence à se démocratiser. Je vous rappelle que suite aux Jeux Olympiques, on a maintenu les systèmes de sécurité qui est le fait d'utiliser les caméras pour commencer à développer vraiment de la surveillance et de la reconnaissance faciale de manière massive et de pouvoir accumuler de la donnée, mais surtout d'utiliser ces systèmes de reconnaissance. Donc, blague à part, même une poupée gonflable ne suffira pas parce que, dites-vous bien, l'intelligence artificielle est en développement absolument exponentiel. Il faudrait peut-être même faire le point sur l'évolution de cette technologie qui a atteint maintenant des sommets. L'intelligence artificielle peut clairement faire la différence entre un être humain et une poupée gonflable et même en fait peut faire la différence entre deux êtres humains qui seraient quasiment similaires, presque jumeaux. C'est assez effrayant d'ailleurs. Donc, blague à part, il faut quand même surveiller ça, c'est-à-dire la surveillance généralisée par la biais de la technologie est en pleine explosion et ça va être installé très rapidement en France, ça a déjà commencé. Et moi, il y a une autre nouveauté qui est arrivée cet été, c'est les péages sans péage. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, vous payez, par exemple, c'est le cas sur la A14, vous passez, il n'y a plus de péage. Mais par contre, vous devez vous connecter, aller dans les 3 jours, payer votre droit de péage, en fait, vous-même. Donc, vous créez votre compte, etc. En fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont obtenu des autoroutes de l'État français en exploitation, maintenant, ils s'embêtent même plus à employer des humains. C'est-à-dire, il n'y a même plus besoin de mettre un humain, même plus besoin de mettre un appareil, même plus besoin de mettre de l'argent dans les équipements, et c'est toi qui seras fautif si tu ne payes pas. Et puis c'est l'ensemble de la masse financière, ce qui se joue, parce que nous on se dit individuellement, j'ai pas envie de payer une grosse amende. Mais il y a plein de gens. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la masse financière globale, c'est ça qui est visé par les financiers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils savent que, 3% ne vont pas payer. Mais vous vous rendez compte, 3% de ces millions et millions de flux à qui on va administrer une amende de 90 ou 150 euros, je ne sais pas. Ça va être considérable. Au bout de 3 jours, vous avez une amende. Et toujours, ils se foutent de nous. Mais alors, ils se foutent de nous à un point, Nicolas, puisqu'ils disent toujours que c'est pour la fluidité du trafic. Ils seront capables de dire c'est bien parce qu'on passe sans s'arrêter. C'est très bien. Et puis on a la main, on n'arrête pas le progrès. C'est ça c'est-à-dire. Bonnes gens. Voilà. N'oubliez pas le rappel. C'est l'hiver là. C'est pas bon. Il n'y a pas que la grippe. Allez hop, à l'injection, au plus vite. Et pas seulement les boomers. Désolé, Françoise. Est-ce que le procès bouge de Madame Hidalgo va faire jurisprudence? Si oui, j'irai à l'hôtel des impôts dire que désormais le paiement est déclaratif. Déclaration vos paiements, comme Hidalgo. Oui, voilà, c'est fait. Oui, c'est ce que vous avez dit avant. C'est ça. Il y a un auditeur, je peux pas lire tel quel son observation, mais en tout cas, il fait en matière d'antisémitisme le reproche du 2 poids 2 mesures selon que l'on se situe au Proche-Orient ou en Europe. Vous voulez lire? Il y a 2 réactions. J'aurais du mal à lire. Allez-y. Alors, je vais le lire. Notre-Dame de Paris, incendie du mégot. Que se passe-t-il sous la pyramide du Louvre? Il y a eu des témoignages de femmes il y a 2 ou 3 mois. Je ne le sais pas, mais je veux bien que vous m'envoyiez un courrier. Cher auditeur, c'est un auditeur, je crois, sur ce sujet. Je suis à la recherche et vous inquiétez pas, avant le 8 décembre, on fera des émissions spéciales sur ce sujet, pas seulement sur les vitraux. On essaiera de se rappeler l'origine, d'essayer de poser des questions sur l'origine de cet incendie. N'hésitez pas, soit vous rappelez, vous laissez vos coordonnées, soit vous envoyez un email. Et je crois, Lara, que vous êtes déjà en contact avec un grutier que nous ne manquerons pas d'inviter. On va attendre le bon moment pour l'inviter. Il a des choses intéressantes, je crois, à nous dire. Il était grutier sur le chantier. Incendie criminel, ils ont répandu un produit inflammable avant le jour de l'incendie. Bon, c'est la théorie de la thermite. J'en sais rien. Avec une société j'ai pas de certitude, allemande qui a fourni les ballons et une société française qui a dispatché quelque chose qu'elle n'avait pas identifié comme produit. Bon, ils sont en forme, nos auditeurs, ce matin. Allez, ils peuvent continuer. Bien. Mais puis, on va peut-être arrêter cette revue de presse, à moins que Raphaël ait un dernier petit mot. Et je vois que Sylvie nous envoie encore des questions. Raphaël.
Non, je vais vous laisser passer à la reprise, surtout laisser la parole à l'invité, car on va aborder un sujet très important et j'ai hâte de voir ce qu'il a pu développer dans son ouvrage. Ah bah t'es un peu court, j'ai pas le temps de lire les... Tu vois pas que je lis les questions? Alors si je devais faire un commentaire pour le temps de laisser lire les questions, c'est si vous faites après une émission sur Notre-Dame, ce qui pourra à mon avis être intéressant et éveiller de nombreux esprits peut-être complotistes, c'est de regarder de quand date l'autodafé du Talmud. Voilà, parce qu'il y a des personnes aussi qui s'orientent sur cette théorie-là. Et là, on peut mettre un pied dans le complotisme. Et si vous vous intéressez à la numérologie, vous allez tomber sur... Il n'est jamais tard de mettre un pied sur ce qu'on appelle le hasard fait bien les choses. Je ne m'intéresse pas à la numérologie à titre personnel, mais à la guématrie. Voilà. Ça va pas me faire que des amis, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par rapport à Samuel Paty, est-ce que vous avez fait le parallèle avec le fait que c'est la même date pour Marie-Antoinette? C'était un 16 octobre. Samuel Paty? Oui. Emmanuel Marie-Antoinette, ouais, c'est le même jour. Non, j'avais jamais fait ça. Ah bah si, je vous l'assure. Ça donne encore de nouveaux horizons, on en reparlera, indéniablement. Merci à Raphaël Beslu, une remarque. Les Américains se sont tous de même vantés d'avoir fait neiger à Nice au mois d'août. Pour les inondations, l'urbanisation, bien sûr, la bétonisation des sols consécutive, mais ajoutez le fait qu'1 million de kilomètres de haies aient été détruites par les paysans en France depuis 40 ans, bien courtoisement. Rappel important, évidemment. Le béton, le bitume empêche l'eau de pénétrer dans la terre, nous dit cet autre auditeur. Et on terminera par notre auditrice, une de nos auditrices que nous aimons beaucoup. Cette pluie, chemtrail ou pas, permettra une nouvelle taxe. Avez-vous écouté le dernier Aldostérone sur l'hypertaxation à venir? Un nouvel... Oh, décidément, j'ai du mal. Un nouvel impôt va être créé pour les Français ayant fui à l'étranger. Bon, enfin, en tout cas, on se rappelle l'impôt sécheresse. Oui, là, on va voir l'inverse. C'est étendre l'impôt aux ressortissants français qui vivent à l'étranger. Ouais. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont y arriver, mais enfin, il semble que ça se raconte. Ça se raconte. Ouais. C'est pour le moins surprenant, mais bon. Et dans ce cas-là, ils vont il serait peut-être dans ce cas-là plus logique d'enlever l'impôt à ceux qui séjournent sans être français, c'est ça? Enfin, les résidents ne paieraient plus, donc non français. Parce que vous payez l'impôt là où vous produisez la richesse, en fait. Oui. Donc ces gens-là, ça quitte de l'impôt là où ils sont. Maintenant, là, ça sera rattaché directement nominativement à la nationalité. Ouais. Ce qui est marrant, parce qu'alors ils s'en fichent un peu de la nationalité, lorsqu'il s'agit des migrants. Ah oui, quand il s'agit des migrants. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Une petite AME, s'il vous plaît. Tiens, on en augmente le montant dans les budgets. Allez, on termine cette revue de presse de la fin des temps qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Et ce sera la même chose. 10 minutes, c'est quand même 40 minutes. Oui, mais on a intégré Alain Le Bihan aussi dans la discussion, donc ça va, tout va bien. Merci à tous et on revient tout de suite après la musique de générique de fin. Un petit bobino peut-être, voilà, Virginie, et le grand angle. Extra. Alain Le Bihan. Trump et la fin de l'Empire américain, les États-Unis, Nixon à nos jours, avec la préface d'Oscar Freisinger aux éditions des Cimes. Et bien voilà, c'est Alain Le Bihan qui parlera tel Zarathustra, il parlera d'or aujourd'hui. Il parlera de sujets qui vont changer peut-être le destin du monde le 5 novembre. Si on a les résultats tout de suite, on verra bien cela, entre autres. On fera des émissions aussi sur la triche, pas plus tard, peu de temps avant les élections, pour que vous ayez vraiment, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce libre journal de géopolitique profonde, le plus d'informations possible pour juger par vous-même. Ce qui est devenu si difficile aujourd'hui en ces temps de désinformation. En particulier sur le plan finalement étranger, international. Ce qui est le plus surprenant, normalement, on cherche à tromper pour les propres enjeux qui sont les nôtres, mais on n'a plus d'enjeux nationaux. Donc la triche, elle est encore plus quand on parle des élections américaines, quand on parle de la Russie, quand on parle du Proche-Orient. Ça, c'est un des éléments que vous notez, Alain Le Bihan, c'est que derrière le phénomène Trump, il y a une accélération extraordinaire de la manipulation, de la désinformation, de la fermeture de toute forme de liberté d'expression. Oui, ben, en fait, si vous voulez, c'est le contexte général qui détermine tous ces comportements. En fait, ce qui s'est passé
qu'on se souvienne, la période de grande rupture, c'est le début des années 90 avec la fin de l'Union soviétique. À partir de ce moment-là, il est dit qu'il n'existe plus qu'une superpuissance, ce sont les États-Unis, et cette superpuissance ne doit pas être contestée. Et tous ceux qui relèveraient la tête dans les différents lieux de la planète, on les ferait taire, quelle que soit la forme. Bon, donc, on a eu tout un épisode avec toutes ces guerres qu'on a connues avec les différents présidents, Clinton, Bush fils et Obama. Et un certain retour avec Joe Biden. En réalité, si vous voulez, c'est que cette période est une période de rupture. Et dans cette période de rupture sont arrivés aussi de nouveaux hommes politiques. D'ailleurs, d'une certaine façon, ça fait le lien avec ce qu'on discutait précédemment sur la revue de presse. Sont arrivés des nouveaux hommes politiques ou des nouveaux responsables. Pour simplifier, ils n'en ont rien à foutre. Oui. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Et vous avez ils disent d'ailleurs, j'assume. Voilà. Ils n'assument rien, voilà. Mais ils assument. Non, mais ça veut dire, je m'en fous. Ils assument tant que ça marche. Ouais. Le jour où ça ne va pas marcher, qu'il va y avoir le retour de bâton, et on n'en est plus très loin. Alors, à partir de ce moment-là, le comportement aussi, il va changer, ils vont faire preuve de plus d'humilité, je suppose. Ils diront d'abord que c'est de notre faute. Vous ne croyez pas qu'ils diront d'abord que c'est de notre faute? Je pense qu'ils seront, à partir de ce moment-là, ils seront en accusation. Et ce sera très difficile pour eux de s'en sortir. Il y a des jets privés, il y a des îles. Oui, je pense d'une certaine façon à celui qui nous dirige. Ouais. Il est sorti des clous quand même énormément de fois. Il a comme guide la Constitution, il a passé son temps qu'à s'en extraire. À partir d'un certain moment, il y aura une sanction qui tombera, ne serait-ce que l'état dans lequel se trouvent les finances publiques aujourd'hui. Donc, pour en revenir à mon sujet, c'est que à partir des années 90, les États-Unis se sont sentis n'ont plus besoin D'après la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, fin 89-91. Voilà, pour toutes les aventures militaires qu'ils engagent, ils n'ont pas besoin de faire appel à l'ONU. D'ailleurs, ils l'ont dit, on n'a pas besoin de l'ONU. C'était en particulier ce que disait Dick Cheney, le vice-président de Bush fils. Et à partir de ce moment-là, ils se sont laissés aller. Disons que cette période a fonctionné, grosso modo, jusqu'au milieu des années 10-20. C'est-à-dire, à partir du moment où la Russie a repris un peu de consistance, qu'elle s'est associée avec la Chine, les choses ont commencé à changer. En particulier, on l'a vu en Syrie, où ce que souhaitait faire Obama, accompagné du Premier ministre anglais et puis de François Hollande, c'est-à-dire de bombarder la Syrie, ça n'a pas pu se faire parce que là, il y avait déjà une limite qui était imposée. Donc, on en est à une espèce de phase supplémentaire avec les événements en Ukraine. Donc, en fait, si vous voulez, c'est le reflet à travers les présidents des États-Unis successifs que j'ai voulu traduire cette modification du rapport de force dans un sens comme dans l'autre. Puisque j'ai commencé à Nixon, pourquoi j'ai commencé à Nixon ? Pourquoi vous avez commencé par Nixon ? Parce que c'est la période la plus basse pour les États-Unis, c'est la perte du Vietnam et les difficultés dans lesquelles ils vont se trouver pour essayer de restaurer leur leadership, ce que fera Ronald Reagan, puisqu'il dira je suis là pour restaurer le leadership des États-Unis. Je vais me permettre de lire de la préface d'Oscar Freisinger un tout petit paragraphe qui, moi, résume parfaitement votre livre. Ouvrez les guillemets, Oscar Freisinger. Ce petit ouvrage, donc l'ouvrage d'Alain Le Bihan, Trump et la fin de l'Empire américain, édition des Cimes. Ce petit ouvrage couillu et nerveux. On reconnaît bien le vocabulaire de nos amis suisses. Ils ont gardé
Ces mots qu'on a abandonnés, nous, qu'on a perdus pour des anglicismes. Dont les arguments claquent comme des coups de fouet au vent, met en abîme la comédie grandignolesque d'un empire du bien qui est en vérité une sangsue et s'enrichit en cultivant la guerre comme d'autres les chrysanthèmes. La guerre chez les autres s'entend, qui se contentent de tapisser de fleurs des tombes étrangères. En effet, Le Bihan ose mettre à nu les régisseurs de la plupart des conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Deux points. Ce que vous venez de dire, les néoconservateurs américains, un État dans l'État, une hydre, un monstre tentaculaire faisant passer les parrains de la mafia pour des amateurs. Ils dénoncent le double jeu, les intrigues, les machinations, pavant le chemin des bonnes intentions du rule-based order. Ils dénoncent la répétition des mêmes mécanismes partout dans le monde et à toute époque et démasquent ainsi sans complaisance Oncle Sam, le policier ripou planétaire. Ah bah dis donc... Vous n'y allez pas de main morte, vous non plus. Oui, hein. Oui, ni Oscar. Effectivement, oui, c'est tout à fait ce que j'ai souhaité montrer. Et d'ailleurs, moi, je me suis servi aussi de ce que disait le président Carter quand Trump lui a demandé comment vous expliquez que nous sommes dans une situation difficile, que nos routes sont défoncées, qu'on n'a pas de train à grande vitesse. Carter avait été simple, avait dit écoutez, c'est simple, on passe notre temps à faire des guerres, comment voulez-vous qu'on construise quelque chose? Et c'est ça la contradiction dans laquelle se trouvent les États-Unis. Alors moi, je n'ai pas voulu porter de jugement sur ce qui se passe à l'intérieur du pays, parce que ça ne me regarde pas. C'est pas à moi de... J'ai simplement dit ce que je souhaitais, ce que je préférais à partir du comportement vis-à-vis de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction sur la première victoire de Donald Trump. C'est parce que j'ai quand même constaté que c'est l'homme qui n'a pas fait le président des États-Unis, qui n'a pas conduit de guerre pendant tout son mandat. Oui. Alors que c'est quand même ça qui nous préoccupe. Alors avant de parler de l'exception Trump, je sais que vous faites un distinguo entre le traitement médiatique des présidents républicains, des présidents démocrates. Démocrates toujours encensés, dont évidemment, alors là, le sommet du sommet a été Obama. Alors qu'on n'a pas de mots assez durs pour les républicains. Ah, ça, c'est absolument incompréhensible. C'est surtout la gauche française qui est l'élément moteur dans ce genre d'attitude. Par exemple, Obama, on lui a donné le prix Nobel. Mais on lui a donné le prix Nobel de la paix très très vite. Parce qu'il allait engager des guerres, donc il fallait lui donner avant. Il fallait quand même lui donner avant parce que pendant le combat, c'était quand même un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a une sympathie du corps électoral de gauche français vis-à-vis des démocrates. Vis-à-vis de Bill Clinton, ce sont toujours des gens qui ont un comportement, vous voyez, décontracté. Bill Clinton, c'est un séducteur, Obama, c'est un danseur mondain. Enfin, ce sont des gens sympathiques. Par contre, les autres, qu'on se souvienne ce qu'on disait de Ronald Reagan. Oh là là! Ce qu'on disait de Ronald Reagan, c'était absolument incroyable. Alors, ce sont des imbéciles, en général. Oui. Alors que le marchand de cacahuètes, Carter, c'était pourtant pas mal dans le genre. Hein. Ah oui. Mais, démocrate, lui. Hein. Alors lui, c'était un marchand de cacahuètes, peut-être, mais enfin, c'était quand même le leader mondial des cacahuètes. C'est pas la boutique du coin. Mais est-ce qu'on n'est pas, de toute façon, en France, on alterne systématiquement une espèce de mépris anti-américain et en même temps une espèce d'admiration un peu servile? Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Ça va jusque dans les jugements, par exemple. Qu'est-ce qui est dit sur Trump? On ne parle jamais de la politique de Trump. On parle du comportement qu'il a. Mais le comportement qu'il a, c'est le comportement domestique américain. Il est avec son corps électoral, il va chercher ses électeurs et il parle comme eux. D'ailleurs, il y avait un très bon truc sur Internet où on montrait que Trump, il était capable de discuter avec tout le monde, c'est-à-dire avec celui qui lui sert son steak ou celui qui lui répare sa voiture. C'est un type qui est comme ça, qui est direct. Qui était une politique en général. On en a fait quelqu'un de vulgaire, quelqu'un
Bon, qui a pas la classe, qui a pas la subtilité d'Obama. Mais on s'en fiche de ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on attend d'un politicien, au sens peut-être noble, même si le mot politicien n'est déjà pas très sympathique. Déjà, moi, la base de la base, et c'est pour ça que les Français s'attachent beaucoup aux élections locales, parce qu'on les voit, c'est qu'ils nous aiment. Et c'est une façon d'aimer les gens que de discuter avec celui qui va en effet lui offrir son hamburger, enfin lui amener son hamburger, celui qui répare sa voiture. Alors que le problème essentiel, à mon avis, aujourd'hui, et on l'a vu avec Macron, nous sommes en guerre, en fait, ce qui voulait dire nous sommes en guerre contre vous, c'est qu'il ne nous aime plus. Ah oui, oui, bien sûr. Voire il nous déteste. Bien sûr. Non, il considère que nous sommes des gens peu fréquentables, peu intelligents. Nous sommes voire des gens dangereux. Oui, non, il n'y a absolument pas d'empathie de ces personnes vis-à-vis de la population qui sont chargées Ils jouent l'empathie. Du peuple qui sont chargés de représenter. Oui, absolument. Oui. Ils sont des donneurs de leçons. Enfin bref. Mais quand même, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la vision qu'ils ont fait de la promotion de Joe Biden. Quand on y pense, on voit bien quand même qu'il a un problème cognitif. Cognitif pour le moins. Il a des problèmes pour se déplacer, il a des problèmes pour savoir où il est, mais ça se voyait à la télévision. On voyait bien qu'il y avait quand même quelque chose qui ne collait pas dans le personnage. Avant même et pendant la campagne, qu'il n'a pas fait. Nos journalistes ne se sont jamais aperçus de ça. Non. C'est du complotisme, monsieur Le Bihan. Oui, absolument. En fait, ils fréquentent des gens dont ils sont relativement proches et ils n'arrivent pas à voir fou, ça. Ce qui ne colle pas dans le décor. Pourtant, on dit qu'ils font la fête ensemble, le système politico-médiatique. Ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils mangent ensemble, mais non, tout ça, c'est des histoires, c'est des ragots, ils sont pas... En fait, vous avez tout un service de propagande qui est autour, qu'on appelle les médias, et c'est aussi quelque chose qui risque de s'effondrer d'être bien optimiste. Ouais. Non, mais regardez la presse. Regardez la presse. Moi, je suis souvent dans le métro ou dans le RER. Qu'est-ce que je constate? Personne ne lit. Personne ne lit les journaux comme avant. En fait, les journaux, pourquoi ça continue à être vendu? Parce que c'est subventionné. C'est subventionné pourquoi? Parce qu'il faut il faut montrer que le leader est grand, que le leader est beau. Mais sinon, ça n'intéresse plus personne. D'ailleurs, quand ils cherchent tous à faire des économies, il y avait une première économie à faire, c'est d'arrêter de subventionner la presse. Cette presse-là, en tout cas. Comme ça l'obligera à essayer de chercher des lecteurs. Parce que c'est quand même pour ça que c'est fait. Normalement. Voilà. Ça nous fera économiser 2 milliards sur les 3200. C'est comme tout. Je vous dis, vous êtes assassiné, c'est pas vous qu'on cherche à tuer, c'est la République. La démocratie, c'est mieux sans le peuple. Les journaux, c'est mieux sans leurs lecteurs. Voilà, absolument. Mais il faut se mettre au goût du jour, Alain Le Bihan. C'est-à-dire qu'on est dans la description que j'ai fait à partir de 91, à partir de cet effondrement qui a donné un leadership, sont arrivées des nouvelles catégories de dirigeants, que ce soit politiques, économiques, idéologiques, chez lesquels le rapport au réel, il n'est là que pour le transformer en fonction de leurs intérêts. Et donc, ils sont dans une espèce d'euphorie qui va leur coûter cher. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas continuer. On ne pourra pas continuer de cette façon-là. Vous parliez des impôts pendant la revue de presse. Bon, on peut peut-être en rajouter encore des couches et des couches. Mais enfin, quand on est dans la zone de 47 à 48% de pression fiscale, on n'est pas loin des émeutes. Il faut bien le savoir. J'aimerais bien, merci Alain Le Bihan, j'aimerais bien que Raphaël Beslu mette un peu son grain de sel dans ces échanges, même s'il est à distance. Raphaël, des commentaires. Sur un point particulier, peut-être, Nicolas? Parce que là, il y a plusieurs sujets on a beaucoup traité, je dirais déjà, du traitement de l'information par rapport au président américain, par rapport au phénomène Trump, par rapport à Obama. Je dirais, avant d'évoquer ce qui est quand même le titre principal et dans la deuxième partie de cet entretien, c'est-à-dire la fin de l'Empire américain,
peut-être déjà le traitement de l'information quand on parle de l'Amérique, quand on parle de leur président et de l'élection qui arrive. Oui, bon, là c'est quelque chose de plutôt classique qu'on observe, c'est-à-dire d'États profonds américains qui contrôlent la presse. C'est la même chose que l'on observe donc en France, c'est ce qui a été dit il y a quelques instants. On peut parler des néoconservateurs aussi, Raphaël, si tu le souhaites. Oui, bien sûr. En fait, c'est que évidemment, donc il y a une position totalement pro-démocrate, mais en fait, ça a été un avantage énorme pour Donald Trump lors de sa première élection. Il faut savoir, en fait, parce que le personnage de Donald Trump, il est important à prendre en compte, ainsi que sa personnalité, parce que ça a été une grande force lors de sa première présentation présidentielle. C'est-à-dire que le public américain voulait en fait une personnalité qui puisse venir pour tout chambouler et en fait vraiment amener une certaine violence, c'est-à-dire vouloir exprimer la frustration du peuple. D'ailleurs, ce qui est aujourd'hui très différent. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les élections, même si là, les sondages, on pourra en parler, montrent une avance de plus en plus importante pour Donald Trump, il faut savoir que le public américain est plutôt dans une logique d'apaisement aujourd'hui. Les nombreuses crises internes aux États-Unis montrent que la personnalité fantasque de Donald Trump a créé énormément de déçus de Donald Trump. On sait très bien que les démocrates, de base, sont dans un fanatisme assez important. Il y a une très forte puissance idéologique. Donc, on ne cherche pas à convertir des démocrates. Ils seront naturellement pour leur propre idéologie et donc le candidat, le pion qui sera mis en place par l'État profond, en l'occurrence la Kamala Harris. Mais là, ce qu'on observe, c'est que la presse américaine essaye, elle est obligée d'aller de plus en plus dans la radicalité pour critiquer et tenter de ridiculiser Trump. Sauf que là, c'est en train d'avoir un phénomène inverse parce qu'il y a un retour au réel concret, c'est que le personnage de Kamala Harris est tellement absurde et tellement mauvais que ça commence à avoir en fait un effet... de lame à double tranchant, oui. Ça a un effet négatif. Et dernier point pour un effet répulse et non impulse. Et dernier point sur les médias, alors parce que j'ai entendu l'invité dire que les personnes aujourd'hui ne lisent plus forcément les journaux. Bon, déjà, on a eu une transformation du support. On est passé du support papier au support numérique. Donc aujourd'hui, les personnes lisent surtout sur leur smartphone. Mais on sait très bien aujourd'hui que le rôle d'un média n'est pas forcément d'informer, c'est de diffuser de l'influence à perte. C'est le rôle d'un média. Et ça aussi, peut-être que c'est quelque chose que notre camp devrait prendre en compte. C'est uniquement un outil de propagande. Et il faut pouvoir l'utiliser uniquement de cette manière. Les lecteurs ne lisent plus les articles, mais ils lisent uniquement les titres. Les titres permettent d'influencer les consciences, de créer des avis à partir de rien. Et on devrait faire absolument la même chose. C'est tout ce que j'aurais à dire pour le moment. Évidemment, on voit un biais... important des médias, sauf que là, ce que l'on observe encore une fois, ça c'est vraiment, on l'abordera je pense tout à l'heure, c'est que c'est en train d'avoir un effet vraiment très négatif et qui donne une avance nette à Donald Trump à l'horizon des élections qui auront lieu le 5 novembre. Je vais revenir sur des questions, sur des observations d'auditeurs et on repart tout de suite après avec Alain Lebihan. Sur Paris, parce qu'évidemment les messages arrivent, certains un peu en retard. Paris était bien géré par un préfet, vous voyez, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Alain Lebihan. Avec le nouveau statut de Paris, Chirac s'est servi de Paris comme base arrière pour sa conquête de l'Élysée. Et les scandales financiers se sont multipliés, Cogedim, HLM, lycée. Et le clientélisme s'est mis en place pour le logement social et intermédiaire. Le logement social et intermédiaire ont été réservés à la diversité. De nombreux Parisiens ont dû partir en grande banlieue ou en province. Qu'est-ce que j'ai encore? Big Brother, nous devons détruire les robots, ils veulent nous contrôler, c'est écrit. Résistance, nous devons détruire les caméras installées sans nos consentements. L'IA est diabolique, nous dit cette auditrice. Le sujet sur les États-Unis est passionnant, nous dit cet auditeur. Leur histoire a commencé par le génocide des Indiens et ils ne vivent que par la guerre permanente. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça, oui. Ça, on verra un petit peu après. J'ai vu qu'il y a d'autres questions. Nous les accumulons. Ils sont bien réveillés, nos auditeurs, ce matin. On en est parfaitement enchantés. Posez-nous encore toutes les questions que vous voulez. Dans ce livre, je rappelle le titre, Trump et la fin de l'Empire américain, les États-Unis, Nixon à nos jours, la préface de Freisinger aux éditions des Cimes d'Alain Lebihan. Et je vois encore des questions qui arrivent. Mais quand est-ce que ça va cesser? Merci Patrice. Quand c'est pas Sylvie, c'est Patrice. Alain Lebihan, la fin de l'Empire américain, comme vous y allez? Alors, c'est la question qui est posée, mais la question, elle a été posée par les candidats eux-mêmes. C'est-à-dire, vous constatez que ce pays rencontre de plus en plus de difficultés parce qu'en face de lui, alors qu'il avait un leadership incontestable, c'est organisé et monté face à lui une puissance qui maintenant
est en train de lui tailler des couperts partout. Vous voulez dire que l'Occident est isolé. Voilà, les BRICS. Le Nord contre le Sud. Voilà, l'émergence d'un Sud profond. Voilà, vous avez cette réalité qui fait que les États-Unis et l'Occident, et l'Occident dans son ensemble, parce que ce dont on assiste au sein de l'Occident, c'est même à une redistribution des cartes, faire en sorte que les États-Unis s'en sortent mieux que ses alliés. Ils ont face à eux maintenant des pays qui n'ont plus envie de se laisser faire comme par le passé, qui sont en lutte. Mais il y a toujours une suprématie du dollar, il y a toujours une suprématie de l'armée américaine, on le voit au Proche-Orient. Il y a encore une suprématie du dollar, mais qui est largement contestée et qui commence à se perdre, parce que vous avez maintenant beaucoup d'échanges qui étaient faits en dollars et qui maintenant sont faits dans les monnaies locales. Encore 80% sur l'énergie. Oui. Non, mais je veux dire par là, la Chine maintenant achète à l'Arabie Saoudite. Voilà. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle pour l'instant. Oui. Non, je me fais un peu l'avocat du diable pour vous pousser dans vos retranchements. Et puis vous allez avoir donc les décisions qui vont être prises suite à la réunion de Kazan. Dans quelques jours, donc, rapport final. En fait, si vous voulez, vous avez une contestation forte de la domination des États-Unis et un recul de celle-ci dans beaucoup de domaines. Alors qu'avant, elle n'aurait pas laissé les choses se faire comme ça en Ukraine. Et quelle en est la cause ? C'est cette hubris que vous avez dénoncée à partir des années 90 de l'Amérique ? Je pense qu'ils ont commencé à perdre le jour où ils ont considéré qu'ils étaient plus forts et qu'ils étaient intouchables. C'est la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, quoi. Ouais. On peut faire n'importe quoi maintenant parce qu'on est plus fort. Alors c'est qui la tortue ? Et la tortue, c'est le monde entier. Enfin, contre l'Amérique et l'Occident. Qui veut survivre, qui veut gagner. Mais qui va à son rythme. Et qui va à son rythme, et son rythme, à un moment donné, l'emporte parce que l'autre, il est préoccupé par d'autres choses. Et donc, c'est ce qui me fait dire que quand vous voyez, par exemple, des candidats comme Biden, des candidats comme Obama, c'est quand même quelqu'un qui vient d'un milieu de Chicago, qui était un milieu très, très marqué par la pègre. Faut quand même, c'est pas seulement l'image qu'il donne. Ouais. Biden, c'est quand même un peu compliqué quand on voit son engeance, quand on voit ce que son fils faisait en Ukraine, comment il se faisait rémunérer pour tous les labos chimiques qui étaient installés sur place par les États-Unis. Et bactériologiques aussi. Quand vous voyez la famille Clinton, dans ses mémoires, fait référence à un sénateur qui dit de lui, c'est quand même incroyable, cette famille, avec le nombre de morts violentes qu'il y a autour de lui. Donc, oui, c'est que des affaires qui se mettent sur des affaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui, à un moment donné... Mais les Américains, ils n'étaient pas comme ça un peu à l'origine ? C'est pas des... Si, ça a toujours été... Bon, il y a un livre de Jean-François Guéraud qui a été écrit sur la mafia, les États-Unis et la mafia, où il y a effectivement, on retrouve toujours le crime qui est proche du président. Mais mais eux, ils savent passer du crime à la guerre. Voilà. On est passé quand même avec la naissance donc du groupement militaire là, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite tout ce qui est mis en place pour la conquête du monde. On est passé à quelque chose qui était puissant, fort, et qui malgré tout a reculé au Vietnam, et puis qui a reculé ensuite, et qui est en train de reculer aujourd'hui. Qui est reculé en Afghanistan, qui recule en Ukraine. En fait, depuis 1945, les États-Unis n'ont pas gagné une seule guerre. Mais est-ce qu'ils ont besoin de gagner des guerres, les Américains ? Ils sont comme les mers, ils sont comme l'eau. Il y a des flux et des reflux. Quand ils ont allumé un feu quelque part, ils repartent toujours par les mers. Ils n'ont pas le problème continental.
Ils n'ont rien à gérer. C'est une île, oui. Et puis c'est l'eau. Et puis c'est les voies de navigation. Alors ça, j'ai abordé ce problème-là autour de Clinton, c'est-à-dire la géopolitique. Votre livre sur les présidents américains est beaucoup sous l'angle de la géopolitique. Absolument, oui. Donc, j'ai donné les détails sur les principaux théoriciens de la géopolitique de l'Amérique. Et effectivement, ils sont sur une île et ils ont face à eux une très grande île, qui est le continent euro-asiatique, Afrique. Et pour pouvoir continuer à dominer, pour simplifier, il faut mettre la pagaille dans la grande île. Bon, ce qui a toujours marché, d'une certaine façon. Ils avaient repris la théorie des Anglais vis-à-vis de l'Europe. Ils vont peut-être que l'Ukraine va perdre. Qui maintenant est contesté. Peut-être que l'Ukraine va perdre, mais en tout cas, la herse, la coupure faite sur l'Eurasie, justement, le crime est parfait. Oui, il y a de grandes chances que l'Ukraine perde. Mais ce n'est pas tellement l'Ukraine qui va perdre, c'est l'OTAN qui va perdre. Ah. Et si l'OTAN perd, et l'OTAN en perdant, c'est aussi l'Union européenne qui perd. C'est-à-dire tous ceux qui ont participé à cette offensive visant finalement à la destruction de la Russie ou à l'amorcellement, ce sont tous ceux-là qui vont perdre. Parce qu'ils ont face à eux quelque chose que peut-être ils ne connaissaient pas. Quand on se rappelle ce que disait notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il disait nous allons mener une guerre totale à la Russie, c'est ça que ça veut dire. Et nous allons les mettre à genoux. Et on va les mettre à genoux. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas l'adversaire. Et que chez eux circulait ça parce que l'hubris, là, puisque l'hubris, c'est quand même un mot qui est venu à la mode à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire au moment où les États-Unis, précisément, en étaient pleins. C'est ça qu'on remarque. Et quand on pense qu'à l'époque de Nixon avait réussi à séparer la Chine de la Russie, on se souvient que... Avec les bons offices de Kissinger. Voilà, on se souvient qu'ils ont reconnu la Chine au moment de la guerre du Vietnam pour essayer de se sortir du guépier vietnamien, et qu'aujourd'hui, l'union entre la Russie et la Chine... Elle est difficilement brisable. Ils ont tellement multiplié les maladresses vis-à-vis de l'un comme de l'autre qu'ils les ont soudés. Et avant très longtemps... L'axe du mal. Oui, l'axe du mal, oui. Et les Chinois et les Russes ont su agglomérer autour d'eux, avec la conférence de Shanghai et puis avec les BRICS, d'autres qui ont des traits analogues aux leurs. Brésil, Afrique du Sud, Inde. C'est quand même... on assiste à quelque chose d'absolument extraordinaire. Un basculement du monde. Alain Le Bihan, merci. Raphaël, commentaire libre sur ce que tu viens d'entendre. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. J'inviterai tout simplement nos auditeurs, j'en avais déjà parlé, à écouter une interview extrêmement intéressante de Jeffrey Sachs qui a été faite il y a plusieurs mois avec Tucker Carlson, qui permet de revenir un petit peu sur la mentalité en fait des diplomates américains et de la politique américaine lors de la guerre froide et ensuite avec la fin de l'URSS. Et donc là, on a un témoignage qui nous explique clairement ce fameux hubris, c'est-à-dire cette confiance intégrale en cette capacité de domination mondiale, quitte à se diriger vers des actes et des actions qui peuvent amener énormément de problèmes sur le moyen ou le long terme, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et pour rebondir sur un point précis, ce qu'il faut quand même se dire aussi, c'est que les États-Unis, ils ont encore plein d'atouts qu'ils peuvent utiliser. Là, ce qu'on observe, c'est ce qui a été très bien précisé par monsieur Le Bihan, c'est que les États-Unis peuvent sacrifier des vassaux en fait pour pouvoir maintenir en fait une certaine stabilité importante pour leurs propres intérêts, qu'on soit bien d'accord. Donc là, c'est ce qu'on voit directement avec le proxy ukrainien. Jusqu'au dernier Ukrainien. Exactement, c'est jusqu'au dernier Ukrainien, mais aussi l'Union européenne intégralement. C'est là, quand on voit le démantèlement de l'Europe, les contrats qui sont faits pour pouvoir vendre à des groupes privés américains, et bien tout simplement des fleurons de l'industrie de différents pays de l'Union européenne, mais aussi pouvoir diriger et imposer en fait des guerres d'abord économiques et malheureusement, je pense, peut-être militaires dans les mois à venir, eh bien, ça permet de créer une dépendance intégrale en rompant les chaînes logistiques avec les pays membres de l'Eurasie, et bien de devoir être dépendant
des États-Unis. Et je citerai notamment l'exemple énergétique avec le gaz naturel liquéfié maintenant que l'on doit importer des États-Unis suite à la détérioration forcée des relations avec la Russie. Et d'ailleurs, il faudra voir quelles seront les conséquences avec l'Ukraine et le contrat de Gazprom à la rentrée en début 2025, voir un petit peu comment les pays membres de l'Union européenne vont devoir s'adapter pour ceux qui sont en tout cas dépendants du gaz russe. Mais les États-Unis ont encore plein d'atouts, même si on observe avec une certaine tendance un phénomène de dédollarisation, les États-Unis ne vont pas perdre leur hégémonie du jour au lendemain, ou en tout cas ils vont rester une très grande puissance, mais pour ça, on va à mon avis observer de nombreux sacrifices et l'Union européenne sera la première victime, je pense. C'est déjà le cas d'ailleurs. Et ça, je partage complètement ce que vous venez de dire. Oui. Alain ? Oui, c'est-à-dire que dans la guerre générale, si vous voulez, puisque j'avais repris le thème de Nixon, dans la guerre vis-à-vis de la Russie de la part des États-Unis, il y en a une deuxième qui est sous-jacente, c'est celle vis-à-vis de l'Europe. En fait, les États-Unis se sont servis de la guerre en Ukraine pour démolir l'Europe. Et en particulier, celle qui lui fait le plus peur, c'est-à-dire l'industrie allemande. L'industrie allemande, maintenant, on apprend que Volkswagen va rompre l'accord qu'ils avaient avec leurs syndicats, avec le DGB de tout temps. Ils vont licencier des gens pour partir aux États-Unis, pour investir aux États-Unis. Là, on a un effet. Alors, en ce qui concerne la France, je pense que ça vient dans un deuxième temps, parce que nous, on a quand même comme client l'Allemagne. Donc, si l'Allemagne ne va pas bien, c'est cette partie-là qui va forcément s'amenuiser. Et en même temps, on a, nous, des difficultés qui sont liées à notre déficit permanent, à notre endettement considérable. On est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Donc, l'issue, l'Allemagne, comme pour la France, à un moment donné, ce sera de faire un deal avec les Russes. Et ça, les Russes, je pense qu'ils l'ont forcément en tête. Ce sont des joueurs d'échecs. Ce sont des joueurs d'échecs, Lara, les Russes ? Ce sont des joueurs d'échecs, mais qu'est-ce que c'est un jeu d'échecs ? C'est prévoir des coups d'avance, c'est essayer d'anticiper la stratégie de son adversaire. Oui. Donc là-dessus, je pense que nous, on est très mauvais. Les joueurs de poker. Le poker, les bons joueurs de poker jouent aux échecs aussi. Ah oui ? Ah oui, le poker, il y a un hasard qui n'existe pas aux échecs. Ça, c'est le poker. Donc, la différence. Après, stratégiquement, il y a des ressemblances. Si vous savez bien jouer aux échecs, vous allez bien jouer au poker. Ah bon ? Ça, c'est à condition d'avoir aussi une bonne main dès le départ. C'est-à-dire que le hasard ne soit pas contre vous complètement. Donc, Poutine, ça lui arrive de bluffer aussi. C'est pas seulement un joueur d'échecs. Très peu, parce que Poutine s'embarrasse pas avec le bluff pour la raison très simple, c'est qu'il n'aime pas dire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est sa particularité. On a oublié une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un acteur mondial qui, depuis des années, a le même ministre des Affaires étrangères, qui en a vu des chefs d'État changer, des gouvernements changer, etc. La ligne, elle est toujours la même. Depuis 20 ans, c'est la même ligne. Nous, on change de ligne sans arrêt, c'est des zigzags. Eux, ils ont une projection plus longue. Alain ? Oui, alors ce que je voulais dire, c'était par rapport au... Poutine, effectivement, Poutine n'a jamais menti. Enfin, il a laissé les autres le faire. Parce qu'il a laissé quand même penser qu'il était faible, qu'il avait du mal à ravitailler ses troupes, qu'ils n'étaient pas tous équipés de fusils. Ça s'appelle de la désinformation. En fait, et non de la propagande. Il a fonctionné un peu comme Napoléon Austerlitz. Je pense pas, Alain. Il y avait des faiblesses réellement au départ. Ces faiblesses existaient bel et bien. Et surtout, la Russie a été privée de tout moyen de communication. C'est-à-dire que les moyens par lesquels il pouvait se défendre lui étaient fermés. Oui, c'est vrai. Donc, il n'a pas laissé mentir les autres. C'est qu'à un moment, il était privé de toute possibilité d'intervenir et de dire des choses. Oui, mais je pense qu'ils se sont servis de ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a assisté à toutes ces âneries telles que celles qui ont été sorties par Bruno Le Maire. C'est qu'ils ont cru à un moment qu'ils avaient un adversaire qui était faible, et c'est ça qu'ils voulaient donner comme idée. Quand il a dit au début, il a dit on n'est pas prêt, mais on va y aller quand même. Raphaël, qui voulait mettre son grain de sel. Oui, un commentaire tout simple, c'est n'oublions pas aussi tout simplement que chaque civilisation a des stratégies différentes et en fait des caractéristiques qui leur sont propres. Et à partir de là, il ne faut pas s'étonner de l'attitude, c'est-à-dire des avantages ou même des défauts que peuvent avoir certaines civilisations. C'est-à-dire l'Empire américain, on parle de l'Empire du mensonge. Ils se sont spécialisés dans le soft power, dans la création c'est ce qu'on appelle du reality building, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est la création d'une réalité, c'est de la propagande intégrale. C'est eux-mêmes qui le disent d'ailleurs. Exactement, c'est toute une science qu'ils ont développée, et d'ailleurs c'est une arme de destruction massive, mais qui manie à la perfection. Quand on regarde par exemple l'Empire chinois, parce qu'il y a évidemment un empire et un ennemi chinois, eux ils ne sont pas dans la même stratégie du mensonge, ils sont plutôt dans la dissimulation, ils sont dans la sympathique coopération, mais qui vise quand même leurs intérêts avec énormément d'espionnage et de discrétion. Et pour la Russie, ils ont d'ailleurs énormément de lacunes en termes de logique propagandaire et de soft power. Ils sont plus dans une communication plus simple. Par contre, ils ont une efficacité énorme sur le terrain. C'est ce qu'on observe d'ailleurs. Et donc, c'est logique de voir des problématiques de communication qui après peuvent être interprétées comme des positions de faiblesse. Et pour rebondir sur un dernier point, parce que Lara parlait des jeux d'échecs, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est si on utilise cette image, quand on joue aux échecs, on est contre un adversaire, et malheureusement, si on parle de la France, c'est-à-dire qu'on est contre le joueur d'échecs que représente la Russie. Donc malheureusement, je ne sais pas s'il y aura aussi une possibilité de collaboration ou de coopération avec l'OTAN, étant donné qu'on n'a aucune souveraineté, c'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a pas une politique mise en place pour la souveraineté française, on est sous le joug de l'influence de l'oligarchie financière occidentale, et malheureusement, ça veut dire qu'on est un ennemi direct de la Russie. Je pense que dans les mois et les années à venir, eh bien, on restera sur cette position d'ennemi frontal. Voilà. Mais Zbigniew Brzezinski, il a vraiment appelé son livre tel qu'il a appelé. Donc, le jeu d'échecs et la géostratégie, tout est très, très, très lié. Mais nous sommes un pion sur le plateau, je veux dire. La France représente plutôt un pion sur le plateau dans l'équipe américaine. Mais le pion est une figure très forte parce qu'il peut devenir dame. Nous, je pense qu'on est plutôt au niveau fou ou cavalier, parce qu'aucune perspective pour le moment. Si on doit faire les parallèles. Le pion, ça peut être plutôt un pays comme la Chine ou l'Inde. Ça, ils ont des perspectives, ils ont le choix au bout. Nous, on n'en a pas. Et ça, c'est... bonne image. Voilà. Peut-être un mot de conclusion. Il y a encore plein de questions d'auditeurs. Je vais le poser en rafale. Est-ce que vous y avez encore quelque chose à ajouter, Alain Le Bihan? Trump et la fin de l'Empire américain aux éditions des CIM. On va attendre les élections. On va attendre les élections. Et de toute façon, on vous inviterait parmi nos invités. On fera énormément d'émissions, que ce soit Radio Courtoisie, sur géopolitique profonde, avec beaucoup d'invités, des émissions spéciales pour voir un peu ce qui va se passer. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lara ? Oui, je voulais rajouter quelque chose dans ce que disaient Raphaël et Alain par rapport à la communication. Donc, les Russes ne savent pas gérer cet aspect-là, le reality building. Rappelez-vous, mars 2020... Vous allez traduire reality building, ça, alors là, oui, mais la construction de réalité. Oui. Hop, le cochonnet. Mars 2020, la guerre, elle a commencé seulement depuis peu, et il y a les négociations qui semble fonctionner plutôt entre les Russes et les Ukrainiens. Il y a des Turcs qui participent à les accueillir, les Biélorusses, etc. Tout ça avance. Puis, tout à coup, on arrive à un point où les Ukrainiens disent on ne peut pas négocier avec le pistolet sur la tempe. Donc, retirez vos troupes des environs de Kiev. C'est ce que fait l'armée russe à ce moment-là, en guise de bonne foi pour ces négociations. Et plutôt que de récolter une forme de reconnaissance sur le fait qu'il y a une bonne foi en face, ils se prennent dans la figure Boutcha. Ça, les Occidentaux oublient, mais la chronologie est celle-là.
Et les Russes n'avaient pas du tout anticipé cette possibilité qu'on les accuse d'être des sanguinaires, à laisser les cadavres le long des routes, etc. Ça, ils n'avaient pas du tout anticipé. Donc, ils ne maîtrisent pas. Et quand j'ai parlé à des gens des environs, du pouvoir russe, quand je leur ai dit, mais comment vous n'avez pas pu anticiper? Comment vous êtes partis sans filmer ce que vous laissez sur place? Ils m'ont dit, nous, on n'a pas ces stratégies-là. On ne sait pas, on ne maîtrise pas ça. On apprend après, on retient la leçon, mais c'est tout. Bien. Oui, effectivement, oui. Alors, Mais le réel l'emporte à la finale. Hein. Ah ça, oui. Bon, merci à tous. Une émission où on a vu que Lara était bien revenue, chers auditeurs, que ce soit dans la revue de presse ou dans ce grand angle. Je vais essayer, dans les quelques minutes qui restent, de lire très rapidement les questions et très peu de commentaires, malheureusement, on n'a plus le temps. Pourquoi ne pas prendre l'exemple sur ce qu'il y a de bon aux USA, à savoir la République fédérale avec ses États enracinés, pour la France fédérale, 6e République, modèle pour l'Europe fédérale des États-régions, comme aux États-Unis. Et cela parce que la France a été détruite par la République centralisatrice jacobine. Alors il y aurait tellement de commentaires sur ce sujet. Il y a beaucoup à dire. À propos des néoconservateurs états-uniens, il semble important de rappeler que la majorité d'entre eux sont d'ex-trotskistes de la coterie qui n'existent pas, qui ont conservé leur objectif de gouvernement mondial et leur rôle dans les entreprises guerrières de l'oncle Sam. C'est pas totalement faux. Oui, bonjour madame, monsieur, chers amis. Tête, oui. Nous sommes devenus la colonie de pays des puritains calvinistes protestants ou francs-maçons qui s'est constituée sur le génocide des Amérindiens et l'esclavage d'Africains importés massivement, dont l'économie est basée sur les industries de guerre et la fausse monnaie, le dollar imprimé sans contre-valeur or et imposé au monde entier sur une politique incessante de guerre, de prédation. Ah bah alors là les Américains sont habillés pour l'hiver. Hein. Ah oui, Radio Courtoisie va fort. Bah oui, non mais on en a quand même pas mal sur Radio Courtoisie. Hein. Bon, on partage souvent quand même leur opinion. L'Amérique de Trump est-elle non sioniste? Les extrémistes sionistes semblent vouloir la destruction pour accélérer la venue du Mashiach. Il faut lire entre autres les excellents livres de Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy sur ces sujets. Et nous les invitons souvent sur Géopolitique Profonde. Les républicains américains, ok. Chez nous, la République a raccourci à tour de bras et continue à faire taire. Notre démocratie n'est pas démocrate. Le Parlement, avec nos députés, nous trahissent dès qu'ils sont nommés. Pour moi, démocratie, République, Yves Bourrico. Alors Trump, qui est-il véritablement? Qui est-il véritablement? 30 secondes de conclusion, Alain Le Bihan. Je crois que ce qui le caractérise, c'est un homme d'affaires. C'est qui se différencie des autres dans la mesure où lui est dans un capitalisme plus industriel que la finance et que la finance l'empêche, le bloque et c'est ce qu'il veut pousser, c'est ce qu'il veut amener à son pays. C'est ce qui me paraît le plus important. Je voulais juste rappeler à nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde sur le site géopolitiqueprofonde.com. Voilà. On termine par cet auditeur, je l'adore quand il est dans cette forme. Reine de l'inversion du tout, Paris poubelle, la dingo à nos frais, oui, cela joue belle. Quand déraison déesse en frige, la double, elle, tandis que Notre-Dame ont pris préfet poubelle. Dis donc, heureusement que c'est de l'art. C'est de l'art, on peut rien dire quand c'est de l'art, on a le droit. C'est fini, tout est fini. Donc maintenant la controverse, comme s'il n'y en avait pas déjà eu assez dans cette émission avec Mike Borowski. Merci à tous de votre écoute et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.